Chers amis d'internautes, en tout cas des réseaux sociaux, c'est ce que je voulais dire. C'est assez incroyable, hein, vous nous avez fait sauter la baraque, hein, j'ai envie de le dire. C'est une manière de le dire. En tout cas, vous êtes tellement nombreuses et nombreux à suivre notre cher docteur Jonathan Zeytoun, hein, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions aujourd'hui, concernant, comme vous l'avez vu en tout cas dans le titre de cette vidéo, les secrets des thérapies énergétiques, enfin dévoilés sur Radio Futé, les thérapies énergétiques expliquées scientifiquement par le docteur Jonathan Zeytoun. Alors je voudrais revenir sur une question. Y aura-t-il également des applications pratiques de ces connaissances et dans quel cas, docteur? Alors bien sûr, donc ce livre traite de la construction mentale de l'homme, de ses rapports avec ses émotions, ses croyances, comment se construit sa perception de la réalité. Il en découle que je donne des outils qui permettent de réaliser certains ajustements. Alors certains événements dans la vie sont extrêmement douloureux et ont tendance à s'installer dans le temps s'ils ne sont pas soignés. Donc j'ai souvent des patients que je traite pour des dépressions, pour des séparations, suite à un choc, un traumatisme, des mauvaises habitudes. Quel que soit le problème qui survient, donc qu'il soit comportemental, donc un problème alimentaire lié à l'alimentation, donc de la boulimie, des gens qui souhaiteraient perdre du poids, ou alors liés au tabagisme, donc pour l'arrêt du tabac, l'arrêt des drogues, l'arrêt de l'alcool, donc des problèmes qui sont liés à des addictions, des phobies. Donc je vous assure qu'en fait, avec les bonnes connaissances et les bons outils, les bonnes méthodes, on peut arrêter de souffrir maintenant et on peut tout soigner et reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est un petit peu ce que je fais dans ce livre-là, que je suis en train de monter. Donc c'est un petit peu les outils que j'utilise moi-même en cabinet pour soigner mes patients, encore une fois, que je vulgarise un petit peu, mais que je mets à la disposition du grand public dans ce livre-là. Pourrions-nous avoir en avant-première pour Radio Futé quelques conseils sur le sujet? Bien sûr. Alors il s'agit tout d'abord de connaître quelques règles sur le cerveau. Comment fonctionne le cerveau, donc, et en déduire des applications. Alors tout d'abord, il faut savoir que le cerveau, il cherche à donner un sens à absolument tout ce qu'il voit. Il le fait en fonction d'éléments subjectifs. Ce qui est vrai pour une personne ne l'est absolument pas pour l'autre. Et c'est cette subjectivité, avec elle, que nous percevons le monde et que nous lui donnons un sens. Vous comprenez donc qu'il n'y a pas une réalité, une vérité, mais simplement une interprétation. Et cette interprétation, nous y croyons et nous lui accordons du crédit, nous vivons en fonction de ça. Donc le cerveau, en l'occurrence, lui, il ne comprend pas la négation. Quand on dit à une personne « n'aie pas peur », ne fume pas, ne sois pas triste, ne pense plus à lui ou ne pense plus à elle, toutes ces phrases qui sont données à la négative, le cerveau ne peut pas les interpréter, il n'a pas la capacité de le faire. Autrement dit, une des premières applications serait d'apprendre à reformuler, surtout dans ce petit dialogue interne qu'on a, vous savez, à l'intérieur de nous, on s'entend souvent penser et on se parle à nous-mêmes. Et on peut éduquer cette petite voix pour lui apprendre à parler d'une autre façon, et le cerveau va plus s'orienter à aller vers la volonté qu'on voudrait lui donner. Donc le cerveau, il ne pense qu'au présent de l'indicatif. Le cerveau n'a pas la notion du temps. Il recherche toujours un bénéfice immédiat, comme un plaisir à court terme, tout simplement parce que l'évolution n'a pas façonné le cerveau pour se projeter dans l'avenir. Il y a encore 500 ans, l'avenir était incertain passé l'âge de 30 ans. Alors le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et souvent, l'imaginaire est plus fort que le réel. C'est pour ça que nous croyons tout simplement à nos phobies, que même si on sait que quelque chose, un événement est purement hypothétique et qu'il n'a absolument aucune chance de se passer, ou alors que même s'il se passe, il ne va rien arriver, le fait d'avoir vu une image dans notre imaginaire, on va lui accorder du crédit, on va y croire, et on va se comporter en fonction de notre croyance et non pas en fonction de la réalité. L'imaginaire est plus fort que le réel. Mais c'est également pour cela qu'on peut souffrir au présent, en revisitant un souvenir du passé, ou alors se réjouir d'un fait futur qui n'existe pas encore. Ouais. En fait, comme le cerveau n'est pas dans le temps, le fait tout de suite de repenser à quelque chose de notre enfance, eh ben, on ressent tout de suite la même émotion comme si on y était. C'est magnifique. Bien sûr, mais c'est aussi magnifique de savoir qu'on peut se dire que il va arriver une bonne nouvelle, un mariage, une naissance, quelque chose de bien. Le fait de l'imaginer, on va procurer dans notre corps exactement la même sensation que si on la vivait vraiment. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc il faut apprendre ça. Tout le monde a cette pratique, vous pensez? Ça veut dire à penser ou à revivre des moments tout le monde. Du passé, ou même à imaginer en créant un monde futur? 99,9% de la population mondiale ne vit pas dans le présent. Chacun repense à des moments du passé, ouais, ou se projette dans ce qu'il doit faire aujourd'hui, cet après-midi, ou demain, ou dans un an. En fait, on vit rarement dans le présent. Et les émotions, comme le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire, le réel, acidifier, donc rendre acide le terrain organique, et c'est dans l'acidité du terrain organique que vont apparaître encore une fois des tumeurs. Donc autrement dit, le paradoxe de la façon dont est fait le cerveau, c'est qu'il n'est pas adapté à notre monde d'aujourd'hui. Voilà.
Donc, alors, si je peux me permettre quelques conseils Mais de base. je vous en prie, avec plaisir, on vous écoute vraiment avec beaucoup d'attention. Et je sais qu'il y a pas mal de questions, il y a pas mal de personnes qui suivent aujourd'hui le direct avec ce sujet, en tout cas qui est passionnant, les secrets des thérapies énergétiques, enfin dévoilés sur l'antenne de Radio Futé avec le docteur Jonathan Zeytoun. Alors, quelques conseils pratiques, on va dire, pour ceux qui ne sont pas rentrés pour se soigner dans une clinique ou dans une thérapie. Il est important d'extérioriser, c'est-à-dire que justement faire taire le dialogue interne commence par le sortir de sa tête et le poser, le coucher sur un papier ou en parler à quelqu'un. À partir du moment où on peut donner un espace et un temps à une chose, le problème ne tourne plus en boucle dans la tête. Ensuite, il est important d'analyser un processus, c'est-à-dire comprendre que quand on va ressasser quelque chose de douloureux, un choc par exemple, et qu'on va y repenser sans cesse, il faut comprendre qu'on associe qu'à chaque fois que je vais penser à cette chose-là, ça va me faire du mal. Donc il faut l'affronter une première fois, oui. Il faut faire face à sa douleur, faire face à ses émotions, leur donner de la place. Mais il arrive à un moment qu'on a décidé, il faut prendre la décision de le faire, donc c'est quelque chose qui est actif et non pas qui va se faire naturellement. Il faut pouvoir conscientiser ça. Je pense à cet événement, je vais souffrir. Il faut le recadrer, prendre du recul et décider de rompre avec ce pattern, donc ce processus. Et un des faits du cerveau peut également aider. Il faut savoir que le cerveau ne peut pas penser à deux choses en même temps, c'est impossible. C'est-à-dire que si je vous mets deux films en même temps, vous ne pourrez pas les suivre. Vous avez En général, pardonnez-moi de vous interrompre, en général, c'est chez les hommes. Hein. On voit que les femmes arrivent à penser à plusieurs choses et faire plusieurs choses à la fois. Elles sont plus fortes que nous, hein, non ? Effectivement, en fait, elles font mécaniquement deux choses en même temps, mais on ne pense qu'à une chose en même temps. On peut faire la vaisselle sans devoir faire le macho et discuter ou avoir une conversation téléphonique et rendre un dossier, mais on peut pas faire. Le cerveau ne peut pas être occupé à deux choses en même temps. À deux choses en même temps, c'est pas possible. Mais vous dites manuellement, c'est possible. C'est un peu ce qu'on apprend quand on fait de la batterie, c'est l'indépendance. Vous avez tout compris. Des deux rythmes. C'est l'automatisation des tâches, mais qui est en même temps le malheur de notre vie. Je vous l'expliquerai si vous le voulez. Mais le malheur de notre vie, c'est qu'il automatise des tâches. Quand vous fermez une poignée de porte, que vous l'ouvrez, que vous appuyez sur un interrupteur ou le bouton de votre ascenseur, vous ne faites plus attention. Quand vous conduisez une voiture, votre main tourne alors que vous n'y avez même pas pensé. C'est vrai. Volontairement à le faire. En fait, votre cerveau, il est fait pour automatiser toutes les tâches. Simplement, il n'automatise pas que des tâches manuelles, il automatise aussi des comportements, des émotions. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où quand vous avez pris une posture d'être gentil avec quelqu'un, vous allez avoir tendance à être gentil tout le temps avec cette personne. Lui. Quand la personne, vous allez une fois vous énerver, vous allez rester sur cette posture-là et prendre l'habitude de le faire. Alors que c'est pas un choix. L'automatisation n'est pas choisie. En réalité, vous finissez par endosser un costume et vous n'avez pas choisi cette vie. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en tout cas des gens qui sont pas agréables du tout, hein, qui ont tendance, on va dire, à être chauds depuis le début, ils ont quand même une grande responsabilité. Vous vous rendez compte ? À cause de vous, on fait la gueule. Hein, et ça devient automatique en plus. Alors après, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qu'il a avec moi ? Ben ouais, mais parce que t'as commencé. C'est ça. C'est automatique. C'est ça. Alors l'intérêt, en fait, si vous voulez, de savoir que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps, c'est de se dire que quand on pense à quelque chose qui nous fait du mal, ou quand on vit quelque chose qui est douloureux, on a le choix de penser à quelque chose d'autre. Ça peut se faire. Et pendant qu'on va penser à quelque chose d'autre, même si la connexion synaptique, les axones ont été plus renforcés dans le négatif et qu'ils ont tendance à vouloir ressurgir, dès qu'on en a conscience, on peut arrêter le processus et dire non, je veux penser à quelque chose de sympa. Et le fait de faire ça, on va également créer des nouveaux muscles, donc des nouvelles axones et des nouvelles connexions synaptiques qui vont renforcer ce fait. Et petit à petit, on va se dégager de cette douleur. C'est des choses qui sont complètement possibles. Et alors, très important, moi dans ce livre, en fait, ce que je donne, c'est des méthodes efficaces pour se libérer du fameux joug de ce fameux « c'est plus fort que moi ». Je ne l'ai pas fait exprès. C'est simplement reprendre un petit peu la direction de sa vie, le libre arbitre de sa vie, la possibilité, la conduite, les rênes de sa vie. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas cette petite voix interne qui nous parle à l'intérieur de nous. On l'écoute, oui, mais nous ne sommes pas elle et beaucoup de gens s'identifient à elle. Nous ne sommes pas nos comportements qui sont, comme on vient de l'expliquer, souvent des réflexes inconscients et pas forcément choisis. Donc, on n'est même pas ces choses-là. Nous ne sommes pas nos émotions. Vous savez, en anglais, emotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Les émotions sont faites pour nous faire réagir, nous mettre en mouvement. Mais nous ne sommes pas ces émotions. En fait, il faut simplement apprendre à ne plus croire aveuglément à notre cerveau et à ce qu'on pense. Il faut savoir remettre en cause à chaque instant notre réalité, notre perception de celle-ci et de se dire qui je suis, qu'est-ce que je veux maintenant et reprendre le contrôle de sa vie. D'accord, ça veut dire que nos pensées, parfois, elles peuvent être tronquées. Mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire on peut soi-même se mentir à nous-mêmes dans une pensée. Vous vous mentez à vous-même à chaque instant. Tout le monde le fait. On se ment tous à chaque instant parce que le cerveau, il est fait pour donner un sens et on a envie que le monde, la perception qu'on ait du monde soit cohérente avec ce qu'on croit. Ça veut dire que si je crois que ici c'est un igloo, je vais voir autour de moi qu'il y a peut-être un igloo. Et votre regard de la perception va se modifier, il va travestir la réalité pour vous donner raison.
C'est une faculté qui est inhérente à l'homme, qui est extraordinaire, mais c'est ça. C'est comme ça que ça marche. D'avoir trop c'est quelque part ces pensées qui ne sont pas du réel rend triste sûrement, non la personne, parce que la personne doit toujours découvrir qu'elle n'était pas dans le vrai. C'est délicat, non? Ou triste, ou très heureux, tout dépend de la façon dont vous voyez le monde. D'accord. Et il n'y a absolument aucune possibilité, je vous en prie. Oui, justement. On est avec Média Plus sur la qui fait signe. C'est Laura. Oui, non, terminé, avec plaisir. Et on enchaînera. Oui, donc vous me disiez que ça peut rendre triste et le réel, mais qu'est-ce que le réel? Le réel n'existe pas vraiment, on vient de le voir en physique quantique. Le réel, c'est qu'une interprétation, une projection visible d'un champ vibratoire. Il n'y a rien de vrai. C'est juste la façon dont on l'interprète. Et en termes, on va dire, de neurosciences et du fonctionnement du mental, la façon dont l'homme est fait, il est fait pour s'adapter à un environnement, mais il l'adapte à travers un prisme qui est celui de ses expériences, celui de son environnement, celui de ses croyances. Ce que moi, je vais voir à travers un... Si vous montrez votre téléphone à un indigène qu'on n'a jamais vu, il ne va pas comprendre ce que c'est. Alors que vous savez que c'est le dernier iPhone. Ouais. Vous comprenez? Donc même ce qu'on pense des choses, ce qu'on croit des choses, n'est pas forcément vrai. Impressionnant. Alors, ma chère Laura, je vous vois en tout cas bouche bée aujourd'hui. Moi, je suis... bouche bée. Bouche bée, exactement. Oui, on a une question de Michael. Il aimerait savoir si c'est un rapport aussi avec l'hypnose. Le travail que vous faites avec vos patients, est-ce que c'est lié à l'hypnose? Comment vous travaillez concrètement avec l'hypnose? Alors, l'hypnose n'est pas une thérapie. L'hypnose, c'est un moyen thérapeutique, effectivement, c'est une technique qui permet de rentrer dans l'inconscient. Donc oui, on se sert bien entendu de l'hypnose avec certains patients, c'est pas à tout bout de champ, c'est uniquement quand c'est utile. Vous avez une partie... C'est autorisé ça en Israël ou c'est uniquement sur scène? C'est pas autorisé? Alors sur scène, ce n'est bien entendu pas autorisé. Il y a toutefois des possibilités et des applications thérapeutiques qui sont autorisées avec l'hypnose. Alors on n'appelle pas ça l'hypnose, on appelle ça une induction en Israël, une induction en état modifié de conscience. En fait, la différence entre l'hypnose et d'autres thérapies comme la transformation thérapie vont être simplement que en hypnose, on va endormir ce qu'on appelle le facteur critique. Le facteur critique, c'est que vous avez votre conscient, votre inconscient. Votre inconscient, c'est là où on va chercher ce qu'on est. Donc si on dit à quelqu'un « tu es un singe », la personne, consciemment, elle entend le mot, mais il y a un petit gardien entre le conscient et l'inconscient qui va dire « non, je ne suis pas un singe, donc je ne vais pas me comporter comme un singe ». Quand on est en hypnose, on endort ce gardien. Donc la personne entend « je suis un singe », elle fait le singe. En transformation thérapie, on a la possibilité de détourner ce gardien sans l'endormir. Donc on a la possibilité quand même de rentrer dans l'inconscient et d'effectuer certains ajustements, notamment de reprogrammer, donc ça c'est aussi avec de la PNL qu'on pratique, donc de la PNL qui vont permettre de reprogrammer des comportements, reprogrammer des croyances, donc en fait on appelle ça du recadrage, et de recentrer un événement justement d'expliquer dans cet inconscient que la façon dont il l'a vu n'est pas une réalité. Il y avait d'autres façons de la voir. Il suffit simplement de permettre à la personne de croire en autre chose, à un autre potentiel, comme on l'a vu avec les atomes, pour qu'une nouvelle réalité apparaisse. C'est impressionnant. Et je me rappelle, tu vois, avoir vu Yoni Garcin, qu'on salue bien bas, qui nous fait souvent le plaisir, ou Richard, son papa, de nous suivre sur Radio Futé, de faire dire à une personne sur scène, en lui faisant croquer un oignon frais, coupé devant nous, que le steak était hyper bon. Et ça c'est impressionnant. Ça veut dire, il lui avait dit à l'oreille, écoute, je vais te faire croquer là un super faux filet échalote. Tu vas voir, il a le goût, elle est saignante comme tu aimes la viande. Il lui donne un oignon et la personne, comment dirais-je, en croquant dans l'oignon, avait l'impression de croquer carrément dans un steak. C'est assez impressionnant. Je connais bien Yoni Garcin. J'ai participé à son stage. J'adorais son atelier. Effectivement, c'est cette patte un petit peu artistique qu'il met dans ses thérapies. Et donc, c'est lui qui m'a fait découvrir notamment la transformation thérapie, c'est-à-dire de ne pas passer par l'hypnose pour pouvoir rentrer dans l'inconscient et effectuer ces modifications. Donc l'hypnose, moi je vais m'en servir pour tout ce qui va être addiction comportementale, phobie notamment, épisode dépressif aussi, mais c'est pas que de l'hypnose, c'est surtout, comme on a dit tout à l'heure, de l'holisthérapie, c'est-à-dire qu'on va prendre une globalité et rentrer avec tous les outils qu'on a. Donc ça va être effectivement des moyens thérapeutiques de la psychologie, ça va être de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique, et puis là où il faut les mettre. Des fois, il faut aller dans l'inconscient, des fois, il faut aller dans le conscient. Ça dépend. Donc en fait, chaque cas est différent, il faut savoir le reconnaître et ne pas traiter tout le monde de la même façon. Y a-t-il peut-être d'autres questions, chère Laura? Je rappelle que vous représentez la société Média Plus. Et... Salut Yoni. Voilà, s'il est là, je ne sais pas où Richard, son papa, en tout cas avec grand plaisir. Je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Kolakavod également, il est souvent venu ici. Il m'a endormi, vous vous rendez compte, à mon micro. Voilà, devant le public ici même.
à la radio, donc c'était un peu gênant, mais il s'est très bien débrouillé pour terminer l'émission. Bon, très bien. Voilà, je vous en prie, Laura. Oui, donc par rapport à ce que vous dites, vous parlez de PNL, vous parlez en fait d'un sujet qui fait penser ici à la kinésiologie. Est-ce que c'est relié? Est-ce que ça fait partie de ce que vous faites? Est-ce que pas vraiment. La programmation neurolinguistique, en fait, elle va expliquer comment le corps et la pensée font un lien. C'est l'étude de ce qui fonctionne dans le comportement, les réflexes, certains réflexes, et la possibilité de reprogrammer certains comportements en fonction du corps. Pour vous donner un exemple assez parlant, quand vous souriez, votre visage fait des muscles. Ils réalisent des muscles. En fait, ils vont s'étirer et vont prendre une certaine posture. Et ben, vous allez constater qu'en souriant, vous allez vous sentir bien. Alors que si tout va bien, mais que vous allez froncer les sourcils, faire un petit peu la moue, au bout de quelques secondes, vous allez dire « je sens comme une angoisse à l'intérieur de moi ». C'est vrai. En réalité, C'est c'est le système limbique, donc en fait le système qui est lié aux émotions, le système parasympathique qui est lié donc aux réflexes, qui jouent l'un avec l'autre. Et l'idée, c'est de savoir les reprogrammer. Vas-y, souris là. Souris, Laura, à fond. Je souris à chaque fois que je suis là. Hein. Voilà, et on en rigole. C'est ça, hein, le sourire amène à la joie, quelque part. Hein. Bien sûr, la joie, c'est une thérapie. Rabbi Nachman. Voilà, il y avait quelqu'un là qui vient de faire un commentaire nanar. Alors apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement similaires. Pouvez-vous nous parler de votre fondation? Parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette interview. Je comprends. Alors pour en dire quelques mots, en fait, cette fondation a la vocation de permettre la création d'un centre de recherche entièrement dédié aux applications médicales de ces technologies dont on a vu parler tout à l'heure, en fait des lasers et des spectrogrammes, des électrospectrogrammes. Alors c'est une toute nouvelle approche de la médecine, vous comprenez que c'est juste révolutionnaire et que c'est l'avenir, et ça dépasse tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'aujourd'hui. Alors le problème, c'est que bien entendu, les financements de ce genre de projet sont à la hauteur des objectifs, ce sont des montants pharaoniques. Alors, à l'origine, je pensais me tourner vers des industriels de la santé, des laboratoires pharmaceutiques, mais il s'avère que des acteurs mondiaux, donc notamment du big data, manifestent un intérêt à prendre participation à cette aventure. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est la recherche, c'est m'occuper de mes patients. Et c'est vrai que si un tel projet pouvait tout de même permettre d'éradiquer certaines maladies, eh bien, je me réjouirais d'avoir pu mettre ma pierre à l'édifice. Avec plaisir, vraiment bravo. Alors je rappelle, deux merveilleux ouvrages, on va les rappeler, ma chère Laura. Alors concernant le premier ou le second, je ne le sais pas dans l'ordre. Alors déjà vous avez les deux livres de Jonathan Zeytoun que vous pouvez trouver sur le site internet dont j'ai écrit l'adresse dans les commentaires. Vous avez donc le site holistherapie.com, HOLISTHERAPI.com. Vous pourrez trouver donc le premier livre, Les secrets des thérapies énergétiques enfin dévoilés, et le second livre, donc Thérapie énergétique, le guide pratique. Voilà. Vous pouvez donc trouver tout ça sur le site internet holistherapie.com. C'est parfait, voilà, je crois que tout est dit, tout est réalisé. Merci de m'avoir reçu. Voilà, de main de maître, en tout cas par toute une équipe, vous avez pu le voir. Merci en tout cas, cher docteur Zeytoun, Jonathan, ça a été réellement un plaisir pour nous de faire donc ces deux vidéos. Pour les personnes qui suivent celle-ci, sachez qu'il y en a une juste avant. Celle-ci, donc, c'est suite au titre des secrets des thérapies énergétiques. Ça a été très intéressant. Je pensais qu'on allait faire une demi-heure. On a fait quand même 55 minutes, pratiquement, vous vous rendez compte, 1 heure. Bon, je l'avais bien compris quand j'ai vu le nombre de questions dès le début. Je dis, oh, ça vaut 1 heure. J'étais pas bien loin, 55 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à revenir. Je crois que ça vaudra la peine peut-être de prendre la prochaine fois du public, des personnes qui ont été aidé justement par cette fameuse science, j'ai envie de m'exprimer ainsi, de la thérapie énergétique. J'y ai pensé à amener des patients. Ça serait bien de venir avec des patients, on va se la refaire. Oui, certains patients m'ont demandé, si tu passes à Lyon, j'aimerais venir témoigner. Oui. Alors ça serait bien qu'ils viennent témoigner, on fait une émission, on peut faire une émission largement, voilà, vu que là vous avez simplement répondu à nos questions. Je vous invite, si vous voulez, dans un mois, rendez-vous pris, ou alors dès la sortie, ça dépendra combien de temps vous mettez pour le 3e. Vous pensez combien de temps? Ça dépend de mes nuits. Ça dépend de vos nuits. Très bien. Parfait. Mais écoutez, on vous invitera avant. Charles. Comme ça, on n'attendra pas longtemps. Je vous remercie en tout cas infiniment. Je vous rappelle, docteur Jonathan Zeytoun. Vous pouvez donc vous procurer ces deux magnifiques livres, donc Les secrets des thérapies énergétiques, enfin dévoilés sur ce bel ouvrage, mais également la thérapie énergétique guide pratique.
Ça, c'est le premier, donc du docteur Jonathan Zeytoun. Rappelez à quel endroit on peut les trouver, s'il vous plaît. Sur le site internet holistherapy.com, à l'école Sitré Chaim, donc rue Pinskir, donc je les resalue une fois de plus, et bientôt sur Amazon. Voilà, tout le monde vous remercie en tout cas sur Internet. Merci. Nous, on va faire une petite pause musicale, si vous me le permettez, chers auditeurs et auditrices. Et on retrouve nos prochains invités. En l'occurrence, ma chère Laura, tu vas présenter la prochaine invitée, en tout cas de ce forum futé, dont la réputation n'est plus à faire. On parle donc de Madame Toledano, Oui, de prénom. Nous allons recevoir Joanne Toledano Voilà. pour son spectacle Lego, mon jeu préféré, le 9 janvier à Tel Aviv et le 10 janvier à Natania. C'est un plaisir en tout cas. On fait une petite pause musicale et on revient juste après, chers auditeurs et auditrices. Juste après, ceci. Merci Maestro. Allez, on enchaîne. C'était bien.